Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va finir en beauté avec Erza. La jeune chanteuse née à Sarreguemines vient de sortir son premier album. Elle était de passage dans la cité faïencière pour un concert. On vous propose un magnifique long format en fin d'émission. On fera aussi un focus sur la Moselle comme vous ne l'avez jamais vu à travers 48 pages d'histoire et de dessin. C'est la nouvelle BD de Charlie Dame et François Abel. La Moselle, une terre d'histoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission pour détailler votre travail. Sandrine nous détaillera, elle, les prévisions de Météo France et puis elle donnera aussi plein d'idées de sortie. Coucou. Coucou. Et puis tu donneras aussi d'ailleurs la parole aux internautes. Oui. Mais pour le moment, place d'abord à l'actu. Depuis le 1er novembre, toutes les cantines scolaires doivent proposer un repas hebdomadaire sans viande. Marie, bonjour. Bonjour. Tu es à Rohrbach-les-Bitches pour nous présenter un cas concret. Alors effectivement, Julia, dans ce collège, 534 enfants sont scolarisés, 481 sont DP, demi-pensionnaires. Ça représente à peu près 90% de l'effectif si tu rajoutes la dizaine d'enfants qui vient occasionnellement. Il faut aussi savoir que 30 à 50 personnes adultes, donc le personnel, mangent régulièrement à la cantine, donc ça fait du monde à sustenter. La mesure va être expérimentale pendant 2 ans. A priori, cela ne devrait pas poser de problème. Ici, on pratique déjà le circuit court, la filière bio, et avant même la mise en place de cette mesure, on mangeait des repas sans viande, notamment des Mehlknäpple toutes les 5 à 6 semaines. Donc a priori, cela devrait fonctionner. Il faut aussi savoir que le département va organiser une réunion le 13 novembre prochain avec les collèges pour parler donc de cette loi, des mesures et notamment du bio et des produits de qualité, circuit court, qui devraient être mis en place au fur et à mesure. A priori, 20% pour le bio, 50% pour les produits de qualité. On devra regarder ça de plus près pendant les 2 années à venir. Merci Marie et puis merci à Thibaut au cadre et on revient vers vous dans quelques instants pour voir dans les cuisines comment ça s'est passé et ça sera juste après le résumé de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix chez Best. Le parc Sainte-Croix entre directement à la première place du classement, celui des parcs animaliers et zoos de France, établi par le magazine économique Capital. À l'issue de l'enquête de satisfaction menée auprès de 20 000 personnes, le parc Sainte-Croix a obtenu un 8,57 sur 10. Il est devant les zoos de Beauval et d'Amnéville. À Rhodes, il y a plus de 350 000 visiteurs par an. Un menu végétarien obligatoire par semaine. C'est désormais la règle dans tous les restaurants scolaires et cela commence cette semaine dans toute la France. Les établissements scolaires et périscolaires vont devoir prendre le pli. Un nouveau restaurant à Sarreguemines et une nouvelle aventure pour Claude. Le champion de pizza qui était à la tête de la Casa de Sarah à Olvin change de lieu et d'orientation. Les travaux sont en cours de finition dans les locaux de l'ancien Torillon. Le restaurant La Gioia devrait ouvrir à la fin du mois. Le bâtiment multiservice de Schorbach est officiellement inauguré. Il accueille déjà ses clients depuis 10 jours. Après 1 an de travaux, les délices de la Chore ont pu emménager pour proposer du commerce, un point poste, un café et bientôt de la petite restauration. Une manière de redynamiser le village. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Et Sandrine vous détaille maintenant les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On commence à retrouver le beau temps dès demain. La matinée sera toujours un peu nuageuse, mais l'après-midi, les éclaircies seront majoritaires. Les températures restent très fraîches, surtout le matin, avec de 1 à 3 degrés seulement. En journée, il fera 7 à 10 degrés. Demain, nous serons le vendredi 8 novembre et nous fêtons les Geoffroy. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 17h. Et avec le ciel qui se dégage, on pourra à nouveau profiter des levées ou des couchers de soleil, comme Yannick qui a pris cette très belle photo à Neufgrange. Un grand merci à lui et si vous aussi vous voulez que vos photos soient diffusées sur notre antenne, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook.
Sport vous donne rendez-vous samedi à 18h pour un direct exceptionnel. Les Red Dragons de Saint-Avold affronteront en handi-basket l'équipe d'hier. Une rencontre spectaculaire à suivre sur Mosaïque Cristal. On retourne au collège de Rohrbach. Marie est avec la gestionnaire Noël Hubert qui coordonne notamment la cantine et qui va pouvoir nous parler de l'aspect financier, entre autres. Alors vous représentez la direction, comment cette mesure a-t-elle été accueillie ? On appliquait déjà cette mesure avant, mais officieusement, maintenant elle est officielle et toutes les semaines il y aura un menu végétarien qui sera prévu. Alors vous avez un site internet, vous me l'avez expliqué, sur lequel sont présentés les menus à venir. Est-ce que vous avez prévu des opérations de communication auprès des parents et des élèves ? La communication s'est faite sur l'espace numérique de travail, là où on met les menus. Voilà. Mais il n'y a pas de temps supplémentaire de réflexion, par exemple avec les élèves, pour leur expliquer l'utilité de varier les repas ? Non, les élèves ils participent toujours à un forum santé qui a lieu en premier trimestre de l'année scolaire, mais comme la loi n'était pas promulguée, je ne pense pas que les profs aient informé les élèves dans ce cadre-là. D'accord. C'était un peu court, quoi. C'était un peu court. Et d'un point de vue financier, est-ce qu'il y aura un coût supplémentaire et si oui, par qui sera-t-il supporté ? Même s'il y a un coût supplémentaire, les familles ne supporteront aucun coût en plus parce que les tarifs sont fixés par le conseil départemental et on ne pourra pas changer. D'accord. Alors Greenpeace, l'organisation non gouvernementale, l'ONG, a prévu d'enquêter sur les bons et sur les mauvais élèves d'ici avril prochain. On est au tout début de l'expérimentation. Vous pensez être à quel niveau dans le classement et quels sont vos espoirs ? On fait beaucoup de bio déjà, des produits locaux qui font aussi partie de la loi Egalim. Et pour les menus végétariens, on faisait déjà des menus sans viande avant. Alors je pense qu'on est bien placé quand même. Rendez-vous dans quelques mois pour voir les effets de cet impact ? Voilà, les effets de cette mesure. Voilà, c'est expérimental de toute façon pendant 2 ans et moi je pense que d'ici quelques mois on sera plus. Rendez-vous Julia dans quelques mois. On va maintenant dans la cuisine pour voir comment les équipes s'organisent pour préparer désormais un repas hebdomadaire sans viande. Et cette nouvelle mesure ne fait pas l'unanimité. Reportage donc de Marie Luff et Thibaut Desmerlet. Au menu, lasagne aux légumes. Premier repas végétarien depuis la mise en place de la mesure, un repas hebdomadaire sans viande. C'est pas facile parce qu'on était habitué à faire nos menus, donc on savait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut s'adapter, il faut prévoir un menu végétarien par semaine. Et c'est pas facile. Et après, pour faire manger des légumes aux enfants, ça c'est un gros combat. Le chef cuisinier va devoir faire preuve d'ingéniosité à partir de maintenant. Et faire manger du quinoa, du boulgour, des fèves, c'est pas gagné. A l'inverse, le conseiller principal d'éducation pense qu'il s'agit d'une chance pour les enfants. Le temps de la restauration doit aussi être un temps d'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation de viande tous les jours n'est plus un objectif dans notre société. Voilà. Donc leur proposer un menu végétarien, c'est aussi leur proposer une autre façon de consommer, de leur apprendre qu'on peut faire autrement que les habitudes qu'on a aujourd'hui. Et ça permet aussi aux élèves de peut-être découvrir d'autres produits qu'on n'a pas forcément quand on a des menus avec des viandes ou des poissons. L'apport nutritionnel est sujet à discussion. Le CPE ne mange pas de la viande tous les jours. Par le passé, il a d'ailleurs expérimenté le menu végétarien. Le chef cuisinier ne mange pas non plus de la viande tous les jours, mais en phase de croissance, cet aliment lui semble primordial. Après, financièrement, la viande est très chère, hein. Et si on prend des enfants de quartiers défavorisés, ils n'ont pas forcément de la viande tous les jours, hein. Sur ce point aussi, les avis divergent. Le menu végétarien, c'est une fois. Que le reste de la semaine, il y a quand même des menus avec viande, poisson ou autre. Donc je pense qu'en mettant les deux en parallèle, on arrive à avoir quelque chose de complet à proposer à nos élèves. Dans ce collège, habituellement peu de déchets alimentaires. D'ici quelques mois, comparer les poubelles sur une semaine sera un bon indicateur de l'impact de cette mesure sur les enfants. Redynamisation du cœur du village. La semaine dernière, le bâtiment multiservice de Schorbach a ouvert ses portes. Hier, il a été officiellement inauguré en présence des élus. Reportage de Morane Grandcola. À la 1, à la 2 et à la 3.
c'est l'aboutissement officiel du projet. Après 1 an de travaux, Estelle Lang, gérante du Délice de la Chore, s'est installée fin octobre dans ce nouveau complexe. Hier matin, la cérémonie d'inauguration a été ouverte par le sous-préfet Christophe Salin, en présence du maire de Schorbach Paul Délinger, de la vice-présidente de la région Grand Est Nicole Muller-Becker, du conseiller départemental David Suc et de la représentante du conseil départemental Anne Mazui. La cérémonie s'est soldée par une petite visite des locaux, suivie d'un discours des élus. Une fierté pour les initiateurs du projet. Je suis contente de l'aboutissement, ouais, en fait, du résultat final et du cadre qui, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est très agréable. Et on peut qu'en être fier, quoi, en fait. Il ne reste plus qu'à maintenant à en profiter au maximum pour que les gens s'approprient donc ce multicommerce et le fassent vivre. À Olvin, en revanche, c'est un établissement qui a cessé son activité. Le restaurant Casa de Sarah est fermé depuis septembre. L'explication, Claude, le patron, a des projets plein la tête, notamment un restaurant à Sarreguemines, dans les anciens locaux du Taurillon. Il proposera une cuisine traditionnelle le midi et des pizzas version gourmet le soir. L'aménagement d'une nouvelle cuisine est en cours. Uranie Tozic a fait le point avec le gérant. Nouvel arrivage dans les anciens locaux du Taurillon, un four pour compléter l'aménagement d'une nouvelle cuisine, celle du prochain restaurant, la Gioia, qui doit ouvrir ses portes fin novembre. À sa tête, Claude, pizzaiolo et passionné. Auparavant à la Casa de Sarah à Olvin, il se lance dans un projet différent. Donc on va allier cuisine traditionnelle, un peu à consonance méditerranéenne le midi, et bien sûr des pizzas le soir puisque c'est mon domaine. Sur place, une 60aine de couverts hors terrasse. Côté carte, des recettes plus créatives et gourmandes avec des produits de saison. On va travailler en fonction des saisons déjà, en fonction des envies, et on retrouvera toujours quelques pizzas traditionnelles. Voilà, pour faire plaisir au plus large public. On aimerait vraiment faire plaisir aux clients, leur proposer des formules de dégustation, voilà, vraiment les chouchouter et les surprendre surtout, parce que voilà, on fait de la pizza, mais on la fait quand même de manière différente. 10 personnes travailleront pour l'enseigne, dont Guillaume Kuhn, formé aux côtés de Mathieu Otto. Une équipe qui permettra à Claude de se recentrer sur sa passion première. Je vais travailler avec des gens qui vont s'investir, qui vont pouvoir me permettre de me concentrer vraiment sur mon métier de pizzaiolo. Donc c'est vrai que je me décharge de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est social, de tout ce qui touche au rôle du chef d'entreprise. Parce que vraiment, je ne ressentais plus de plaisir, j'ai vraiment besoin de m'éclater. Mais Claude ne s'arrête pas là. En plus du restaurant, l'objectif est d'ouvrir d'autres pizzas traditionnelles sur le secteur. La première en date est ouverte depuis peu à Diblin, sous le nom Luenco. À Sarreguemines, la Gioia sera ouverte midi et soir tous les jours, sauf le lundi. À Diblin, c'est ouvert uniquement le soir, du mardi au dimanche. Autre info, un pizzaiolo doit être recruté et formé. Quelques notions en cuisine sont préférables. À vos CV si vous voulez postuler. On s'intéresse maintenant aux seniors et en particulier à ceux qui veulent vieillir chez eux. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées souhaitent rester chez elles. Pour la 2e année, l'association Camel anime un événement autour de la prévention pour le maintien à domicile des seniors. Un ciné-débat a eu lieu dans les locaux de la communauté de communes du Pays de Bitche. Thibaut Desmerlet y a assisté. Qu'est-ce qui est confortable ? Le chauffage, d'avoir chaud l'hiver, c'est le principal. J'y suis, j'y reste. Tel est le nom du documentaire qui a été projeté en présence d'une vingtaine d'intéressés pour ce ciné-débat. Le film croise plusieurs histoires personnelles et pose la problématique du cadre de vie des personnes âgées. Il a permis d'interpeller les spectateurs et de leur apprendre à appréhender les risques d'un logement non adapté aux seniors. La présence d'un ergothérapeute a permis de discuter autour du sujet du maintien à domicile et de présenter des astuces pour mieux vivre chez soi.
Il s'agit ni plus ni moins que de sensibiliser les personnes sur les dangers d'un habitat mal aménagé pour leurs futures années et de les inciter à se faire aider pour transformer leur lieu de vie. En ce sens, l'association Camel fait le lien entre les ménages et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. C'est un intermédiaire administratif qui accompagne les personnes dans les dossiers. Il informe le public des aides possibles et des critères à respecter pour disposer de subventions pour des projets d'aménagement. Une info maintenant pour les automobilistes, la vigilance est de mise. La circulation est actuellement coupée entre le moulin d'Eschviller et le moulin de Lutzwiller sur la route départementale 85. Le département de la Moselle procède à des travaux de réfection des glissières de sécurité et de consolidation des berges de la Schwalbe. Les berges seront renforcées par une barrière végétale faite de terre, de branches, de fibres et de roches friables où pousseront de jeunes saules. Leurs futures longues racines seront une protection supplémentaire. Des blocs de pierre sont mis en place, mais uniquement pour maintenir ce rempart naturel. Le chantier devrait s'achever demain. Dans un instant, on continue cette émission avec nos invités du jour et leur nouvelle BD. Sandrine vous donnera des idées de sortie pour le long week-end qui se profile. Et on terminera en chanson avec notre étoile locale, Erza Mukoli. A tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au Pays de Beach. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Sandrine, sur nos réseaux sociaux, on s'intéresse aujourd'hui à la semaine de 4 jours. Oui, alors c'est Microsoft Japon qui a testé la semaine de travail à 4 jours et visiblement les retours sont plutôt positifs, les employés sont ravis et la productivité a été améliorée. J'ai donc demandé à nos internautes ce qu'ils pensaient de cette semaine, de cette semaine de travail à 4 jours et s'ils seraient prêts à la tester. Alors René nous écrit: cela pourrait fonctionner si le salaire ne baissait pas en diminuant la durée de travail et en revanche si le salaire baisse, je ne pense pas qu'il y aura un gain de productivité. Mathieu lui a répondu: je pense qu'il est question ici d'une réduction de nombre de jours travaillés dans une semaine et non pas une réduction d'heures de travail. Pour une personne faisant 35 heures semaine, l'idée serait donc de répartir ces 35 heures sur 4 jours au lieu de 5. Et pour finir, Alison ajoute: quand 45 heures sur 5 jours c'est déjà dur, alors sur 4, non merci.
Merci Sandrine. Alors nos invités, ils n'ont sans doute pas compté ni leurs heures, ni leurs jours, ni leurs mois. On se doute que c'est un travail de fourmi assez phénoménal de se lancer dans la réalisation de BD. Charlie Dame et François Abel, vous avez donc une nouvelle BD à votre actif. On va la montrer, c'est celle-ci, La Moselle, une terre d'histoire. Vu votre attachement local, quelque part, on aurait pu se dire que ce thème-là, ça aurait pu être le tout premier que vous alliez traiter en BD. Alors du coup, j'ai une double question. Est-ce qu'il y avait besoin de passer par d'autres BD pour, quelque part, s'aguerrir avant de se lancer dans ce thème-là ? Et comment vous choisissez les thèmes ? Est-ce que vous les décidez ensemble ou est-ce que c'est l'un des deux qui est plus moteur que l'autre ? Non, on est à 3 pour décider. Il y a peut-être le premier responsable, c'est l'éditeur, qui après contacte le scénariste et le dessinateur. Et non, on ne pouvait pas commencer par celle-là, parce que l'éditeur étant alsacien, on a d'abord commencé par faire des bandes dessinées sur Strasbourg. D'accord. Et alors, une fois que le thème est décidé, que vous commencez à travailler, François Abel, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, vous travaillez comment ? Dans le sens, est-ce que vous travaillez tous les deux ensemble, en parallèle, en vous voyant en continu ? Ou bien est-ce que c'est d'abord Charlie qui écrit tous les textes et vous mettez en image après ? Comment vous faites ? C'est d'abord Charlie qui écrit les textes. Une fois qu'il est à la moitié ou que ça se termine, parce qu'il faut qu'il ait une vue d'ensemble de l'histoire, de la BD. Il m'envoie les pages, je lis le tout, et pour faire les planches, je lis les pages. En plus des pages qu'il écrit, il m'envoie ou me donne, parce qu'on se voit souvent, des références, des bouquins, des photos, etc. Parce qu'il faut, pour une BD historique, énormément de documentation. Bien sûr. Alors, dans cette BD, justement, historique, vous racontez toute l'histoire du département. Ça démarre déjà à la préhistoire jusqu'à la Moselle vraiment d'aujourd'hui. Ça passe bien sûr par les nombreuses guerres qui ont fortement marqué le territoire. Vous, quelle est la période qui vous a le plus intéressé en termes de traitement dans cette BD, sachant que c'est pas forcément la même période qui est la plus intéressante quand il s'agit d'écrire et quand il s'agit de dessiner. Alors Charlie Dame, vous, c'est quoi la période qui vous a le plus intéressé ? Honnêtement, je suis beaucoup plus intéressé par le Moyen-Âge et puis à peu près on peut dire du Moyen-Âge jusqu'au 19e. Après, c'est un peu le reste, c'est trop récent. C'est trop frais. Oui, c'est trop frais, c'est vrai. Et donc, mais j'ai aussi écrit des romans, par exemple, sur l'histoire de Strasbourg entre 1250 et 1350, ou sur un énorme pavé, un roman historique sur la guerre de 30 ans. Donc, vous voyez, c'est finalement, ce sont ces périodes que je préfère, oui. Et alors vous, François Abel, quand on est chargé de dessiner toute l'histoire, c'est quoi la période qui vous a le plus plu à dessiner ? Je répondrai à peu près pareillement. C'est-à-dire que toute la période mérovingienne et moyenâgeuse est un peu plus facile à dessiner parce qu'au niveau des décors, vous avez plus de choix. Vous pouvez faire plus de nature, des maisons plus simples. Au niveau des vêtements aussi, c'est beaucoup plus simple. Alors, imaginez, vous dessinez des pages sur la guerre de 14, il vous faut une masse de documents pour dessiner les uniformes, les bâtiments, les canons ou les armes, alors que pour la période mérovingienne, c'est beaucoup plus simple. Alors du point de vue de l'histoire, il y a un moment assez fort, j'ai trouvé, dans cette BD, c'est le traitement de la guerre de 30 ans, avec tout ce qu'il y a eu comme bataille, comme épidémie, la population qui a été décimée complètement. Et vous racontez aussi justement comment la région a été repeuplée, avec des gens très différents, venus d'un peu partout, et en particulier dans le pays de Bitche, auquel vous êtes si attachés tous les deux. Oui, absolument. La guerre de 30 ans, on peut la résumer en un mot, l'horreur. Et à la fin de la guerre de 30 ans, il restait dans le pays de Bitche, en gros, 5000 personnes. Et donc c'est en 1680-81 que la Goupillière, qui était l'intendant de notre région, s'est adressé à Louis XIV en lui disant « voilà, il faut repeupler ». Donc Louis XIV a dit ben, « vas-y ». Et ils ont donc fait appel à des gens, et là, il y avait une carotte au bout. Hein. C'est-à-dire que pendant 10 ans, les gens qui venaient s'installer dans le pays de Bitche étaient exempts d'impôts, et ils recevaient en plus autant de terres que leurs bras pouvaient travailler dans l'année. Ils ne les payaient pas. Donc, qui est-ce qui est venu? Alors, au côté français, des Picards. Hein, aujourd'hui, quand vous entendez un nom comme Nominé, ce sont des gens qui sont venus de l'époque. Hein.
Il y avait des Savoyards, parce qu'il y avait eu une période de glaciation à un moment donné où les Savoyards n'avaient plus assez de terre pour faire pour leur culture. Donc ils sont venus, les Savoyards. Les Bourguignons, quand vous entendez le mot de Bourgogne, comment vous appelez Bourgogne? Il ne faut pas chercher d'où ils viennent. Mais il y en a aussi qui sont venus, beaucoup qui sont venus d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Et de Hollande. Et donc tous ces gens sont venus, se sont réunis, se sont rassemblés là, puisque 80% de la population avait disparu en 1648 à la fin de la guerre de 30 ans. Donc ils sont venus s'installer, et puis chacun avec son langage, et puis ils ont commencé à apprendre le platte, et puis ils ont parlé le platte, et puis ils se sont mariés entre eux. Vous imaginez le truc un peu, ça devait être formidable, quoi. Et puis c'est comme ça que naît à nouveau le Pays de Bitche. Alors on voit comme ça tout plein de personnages différents qui apparaissent dans votre BD. Il y a un personnage qui est récurrent tout au long de la BD, c'est Mosella, qui guide le lecteur et puis qui, au fil des pages et donc en fait au fil des siècles, il se trouve qu'elle donne énormément d'informations très précises, avec des chiffres. Elle donne des exemples de vestiges qui ont été trouvés en Moselle. Alors tout ça, ça a demandé quelle dose, quel temps de recherche, de lecture, de documentation? Est-ce qu'il y a eu aussi des rencontres avec des historiens? Non, pas de rencontres avec les historiens. Par contre, une énorme documentation, une trentaine de bouquins. Et puis, il fallait les avaler et commencer à faire le plan. Et l'idée, effectivement, c'était de trouver un personnage, en l'occurrence Mosella, qui sera donc présente dans toute la BD. Donc, au début, elle est habillée comme ils étaient habillés au néolithique. À la fin, elle est habillée en jeans, comme vous aujourd'hui, comme sont aujourd'hui habillées les femmes. Et en fait, oui, c'est elle qui raconte l'histoire, mais vous savez, c'est pas évident de faire une bande dessinée. Pour avoir écrit des romans de 700 pages, c'est pas un problème, parce que pour vous décrire, par exemple, le plateau de télé ici, dans un roman, on pouvait mettre 10 lignes ou 10 pages, tout dépend. Dans une BD, non. Non, vous êtes limité à 44 pages normalement. Là, on a poussé jusqu'à 48. Mais c'est extrêmement complexe. Et puis, nous, on aurait bien aimé, François et moi, de raconter la même histoire, mais en 2 volumes. Pour pouvoir développer plus. Voilà. Alors, ceci dit, l'avantage de la BD, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont apportées par le dessin. Vous commenciez à le dire tout à l'heure, vous aussi, vous avez dû faire plein de recherches, histoire de rester fidèle, notamment les uniformes, c'est ça? C'était les uniformes qui étaient les plus durs? Oui, en fait, les uniformes et puis les bâtiments aussi. Parce que, par exemple, un château du Moyen-Âge, lequel, souvent vous avez des reproductions qui sont fantaisistes, donc il faut trouver la bonne référence, et c'est ce qui prend du temps, chaque fois. Alors moi j'ai quand même relevé quelques petits anachronismes ou libertés avec l'histoire. Il y a par exemple dans la BD un petit-fils de Charlemagne qui boit du champagne, sauf qu'il n'était pas encore inventé, loin de là. Il y a des personnages qui parlent, qui évoquent l'Europe et l'écologie à la fin du 9e siècle. C'est beau, mais j'y crois moyennement qu'à cette époque-là, il y en ait qui se soient souciés de l'Europe et de l'écologie. On a même un personnage qui utilise une expression en Verlan 1766 qui dit « c'est ouf ». Est-ce que ça, justement, ça fait partie des avantages du fait de traiter ce thème sous forme de BD et pas sous forme de roman historique peut-être plus carré, entre guillemets? Alors, les bulles, si on prend les bulles, c'est un peu notre liberté à nous. C'est-à-dire que l'histoire telle qu'elle est racontée, elle est absolument fidèle, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans les bulles, c'est aussi pour y mettre une partie un peu plus drôle. Ah, puis c'est vivant, c'est moderne, bien sûr. En fait, pour intéresser les jeunes aujourd'hui, particulièrement pour leur faire lire cette histoire, pour leur apprendre leur histoire, il faut un petit peu leur parler leur langage. Donc, voilà, il y a mais ça, c'est le côté qui nous a amusés particulièrement. Puis, c'est pour enlever le côté triste, parce que si vous prenez uniquement, c'est pas une bande dessinée n'est pas un livre d'histoire. Elle y parle d'histoire. Tous les faits qui y sont OK, mais il faut savoir intéresser et savoir faire rire des fois. Il y a des passages, bon, on a des retours maintenant par des lecteurs qui nous disent « Ah, c'est drôle. Hein. » Ah, ouais. Par exemple, les Gilets jaunes en 1520, voilà, qui sont contre l'ISF. L'ISF, c'est quoi l'ISF en 1520? C'est des indulgences sans fondement. Donc voilà, alors
Oui, c'est drôle, mais bon, on a le droit d'être drôle tout en étant sérieux par rapport à l'histoire qu'on raconte. Et c'est une super manière d'apprendre l'histoire et de découvrir et redécouvrir des pans d'histoire de notre département. Alors La Moselle, une terre d'histoire, c'est publié aux éditions du Cygne, c'est vendu 16,90 €. Les lecteurs peuvent aussi déjà précommander votre prochaine BD, puisque votre prochain ouvrage est consacré à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Ça aussi, c'était un thème qui vous tenait à cœur ? Écoutez, on n'était même pas au courant qu'il y aurait le jubilé des 800 ans. Et c'est quand on a travaillé avec les gens du département à Metz pour l'histoire de la Moselle qui nous ont dit, mais attendez, vous savez qu'à partir de décembre, il y aura donc, on va fêter les 800 ans de la cathédrale de Metz. Et donc on s'est regardé avec l'éditeur, on a dit, on y va, allez, on y va. Et donc je crois que François, il est sur la dernière planche. Et vous, pour les personnels, vous avez inventé le Quasimodo de Metz ou vous faites comment pour raconter l'histoire de la cathédrale ? Non, c'est trop mignon, vous allez voir. Il y a un personnage extraordinaire qui va prendre tout le monde par la main, c'est Graoli. Ah, et pourquoi ? Mais parce qu'il loge, il est dans la crypte, il est accroché au plafond. Mais ça se passe à une année absolument. Et on va essayer d'être un peu négatif et positif. C'est-à-dire l'affaire se passe en 2253, il n'y a plus un être vivant sur Terre, les hommes ont tellement fait les cons. Voilà, c'est vrai. Arrive un extraterrestre sur la place d'Armes, il sort de sa soucoupe, parce qu'on a dit de relever des monuments extraordinaires, il rentre dans la cathédrale, il dit « Waouh, c'est quoi ça ?» Il descend dans la crypte et là il entend une voix qui lui dit « Décroche-moi ». Alors quand tu es dans une cathédrale et tu entends une voix qui dit « Décroche-moi », tu penses au Christ qui est en croix. Mais non, c'est le Graouli qui est accroché au plafond. C'est génial, et c'est en même temps super surprenant parce qu'on parle des 800 ans d'une cathédrale, on ne s'attend pas du tout à se voir propulsé dans le futur. Voilà, oui. Et puis à la fin, ils vont se quitter. Et puis la fin, franchement, elle est émouvante. La fin, on ne va pas la raconter, il faut que les gens l'achètent et le lisent. On regardera au mois de décembre. Voilà, l'apparition, elle est prévue le 6 décembre, d'après ce que j'ai lu. C'est symbolique pour vous de sortir votre nouvelle BD le jour de la Saint-Nicolas ? Oui, c'est la ville de Metz qui a décidé de la présenter officiellement le 6 décembre. Et donc on sera à Metz, sur la place d'Armes, à l'Office du tourisme, parce que la ville de Metz en a déjà préacheté 2000. Eh ben, on est pressé de la découvrir, celle-là aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner. On va vous laisser la finir rapidement, notamment du côté des dessins, pour qu'elle puisse effectivement sortir à temps. Mais si vous avez quand même un tout petit peu de temps et l'occasion de vous distraire, Sandrine a plein d'idées à vous proposer. Et on commence avec un Noël à Meisenthal. Oui, tout à fait. Alors, le moment qu'on attend le plus, c'est ce soir, la présentation de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Alors, vous verrez les images de cette nouvelle boule dans notre émission de demain. Et dès samedi jusqu'au 29 décembre, le musée passe en mode Noël avec des démonstrations des souffleurs, des expositions et évidemment la vente des boules de Noël. Il sera ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf les 24 et 25 décembre. Alors, n'hésitez surtout pas à aller en profiter. Et ce week-end, il y a un anniversaire particulier. Le foyer culturel de Sarreguemines fête ses 50 ans. Oui, et pour l'occasion, tous les ateliers et les clubs de l'association du foyer culturel ouvriront leurs portes. Les plus curieux pourront même s'essayer aux diverses activités et certains clubs proposeront des démonstrations. Alors pour participer aux festivités, rendez-vous ce dimanche au foyer culturel de 11h à 17h. Et les plus gourmands ont, eux, rendez-vous à Sarralbe. Oui, pour le traditionnel salon de la gastronomie et des arts de la table. Alors, au programme, pas moins d'une quarantaine d'exposants aux spécialités variées, de la confiture à la charcuterie, en passant par du vin ou encore du chocolat, mais aussi pour les accessoires de cuisine. Alors, les invités cette année sont Thierry Millet, Thierry Hommel, Franck Kestener et le Ranch des Bisons. Le salon est ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h et l'entrée est de 2 €. Et puis Sandrine, tu nous proposes aussi une bourse aux affaires de puériculture. Oui, alors c'est une nouveauté, il s'agit de la première du genre organisée par la paroisse protestante de Sarreguemines ce dimanche de 8h à 17h au foyer Henri Bachet, rue Georges V à Sarreguemines. Et elle sera réservée aux particuliers. Elle proposera des vêtements d'enfants de 0 à 16 ans et des jouets et du matériel de puériculture. Et justement, puisqu'on parle des enfants, on va terminer cette chronique avec un spectacle spécialement pour eux.
Oui, c'est un spectacle de la compagnie Mosca qui s'appelle Les souvenirs de Madame Kabitsch. Alors, la robe de Madame Kabitsch se compose de boîtes de décors cachées et de poches et de rouleaux dessinés illustrant sa vie et tous ses grands secrets. Et donc, pour découvrir cette histoire, c'est proposé pour un jeune public à partir de 5 ans qui se déroulera à l'espace culturel et sportif de Roulin. C'est ce samedi à 14h30. Merci beaucoup Sandrine. De rien. On termine cette émission avec le retour à Sarreguemines d'Erza, notre star locale. Elle était invitée sur la scène de l'Hôtel de Ville par Radio Mélodie. La jeune chanteuse, qui cartonne désormais au niveau national, a dévoilé quelques titres de son premier album. Francis Hoffman et David Orès l'ont suivi dans les coulisses pour un moment de confidence en toute intimité. Un vrai bonheur cette rencontre que Mosaïque Cristal a le plaisir de partager avec ses téléspectateurs et le public de la toute première heure d'Erza. Je vous laisse savourer. Très bonne journée à tous. À demain. Quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici encore et que je suis jamais partie à Paris. Et moi, j'ai que des bons souvenirs de Sarreguemines, vraiment. Mais demain, c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien. Et je n'en voulais pas. Sauter les chanteurs, yo yo yo. J'ai décidé, je ferai yo yo yo. Je chanterai. Merci. Et Francis, bah écoute, on est prêt. Ah Erza, ça fait beaucoup de bien de te revoir ici. Ah, moi, ça me fait trop plaisir de vous revoir aussi. Hein. Tu sais comment j'ai noté cette interview? Je l'appelle Erza, notre star locale devenue grande. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui parce que tu sors ton premier album en solo. C'est ça. Et alors, c'est un grand moment pour toi? Pourquoi? Ben oui, pour moi, c'est un grand moment parce que c'est mon album solo qui sort, c'est mes chansons à moi qui sortent. Avant, j'étais habituée à sortir des albums avec un groupe, je faisais des reprises. Et là, de pouvoir sortir mon propre album avec mes propres chansons et de pouvoir vous les faire découvrir aussi, pour moi, c'est que du bonheur. Et en plus de ça, venir à Sarreguemines chanter le même jour, c'est magique. Je voyais pas tout ça fini, les yeux mouillés. Elle est pas moche, moche la vie, elle est belle à peu près. Une première fois que je... Dis-moi, comment toi tu as influencé cet album? Ben moi, sur toutes les chansons, c'est vrai que j'ai collaboré avec Vianney et c'est lui qui me composait et écrivait les chansons. Et moi, à chaque fois qu'il me montrait une chanson, je la changeais, je la mettais à ma manière en fait. Je rajoutais des petites touches de vibes que moi j'avais. À chaque fois, je chantais que avec le cœur toutes les chansons et je chantais pas comme ça juste pour chanter parce que je me disais, ça c'est quand même une chanson de ton album et après j'avais que du bonheur en moi, du coup je la chantais à fond et j'ai tout fait pour vraiment qu'on voit que ce soit mon album aussi et pas qu'on n'entende que Vianney aussi dans chaque chanson. Alors justement, il y a une chanson où Erza, elle a vraiment mis sa patte. Ne faudrait pas qu'on l'oublie, j'en viens jamais. N'en faudrait pas qu'on l'oublie le chemin. Ben moi, dans cet album, j'ai composé une chanson. Elle s'appelle Vous étiez là. Et cette chanson, normalement, je l'avais composée comme ça chez moi au piano. Et après, je l'avais montrée à ma famille, ils avaient adoré. Et moi, je prenais que du plaisir à la chanter. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer et montrer à Vianney. Et après, lui aussi, il a kiffé la chanson. Et je lui ai dit, vas-y, on essaye de l'enregistrer avec des paroles. Et après, je lui ai dit de quoi je voulais parler. Et du coup, dans cette chanson, je remercie toutes les personnes, que ce soit ma famille ou mes amis. Et je les remercie tous de m'avoir suivi et m'accompagner jusqu'ici. Moi, j'étais chargée de rêves et vous m'avez donné l'audace. Tous les jours me le rappellent. Faudrait pas qu'on enterre nos bonheurs. Non, faudrait pas qu'on enterre nos heures. Prenez-la
Vianney, on s'est beaucoup rencontrés dans beaucoup d'émissions et concerts avant avec les Kids United. Mais après, au fur et à mesure, on gardait contact. Dès qu'on se voyait, on discutait. Vraiment, on a créé un lien ensemble. Et après, quand j'ai arrêté les Kids, on avait discuté ensemble, vraiment bien discuté. Il m'avait proposé de m'écrire une chanson et de me la composer. Et moi, c'est que j'ai direct accepté en fait, parce que Vianney, je l'ai toujours adoré. Et après, il a vu le rendu, il a trouvé ça magnifique. On a vu qu'on avait vraiment un lien entre nous, que dès qu'on se voyait, c'était comme si c'était de ma famille. Et du coup, il m'a proposé de m'écrire tout mon album et de me le composer. Et moi, j'ai direct accepté, comme la première chanson. Ça me fait trop plaisir que vous soyez tous venus pour voir mon premier concert au cinéma. Et je suis trop contente de pouvoir partager toutes mes chansons avec vous. J'espère vraiment qu'elles vous plairont et voilà, bon visionnage à tous. Et j'avais fait un showcase justement pour faire découvrir mes chansons et mon album au public, aux personnes qui ne me connaissaient pas. Et après, on a eu l'idée de le faire passer dans les cinémas pour vraiment que ce soit encore plus ouvert à tous et que toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore puissent venir et découvrir un peu la personne que je suis et les chansons que j'aime beaucoup chanter. Et voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette idée, pour que vraiment tout le monde, même les personnes qui m'ont jamais connue et qui sont pas trop du style de musique que je chante, peuvent venir écouter juste pour découvrir. Moi j'aimerais la féliciter juste pour tout ce qu'elle a accompli, parce que c'est énorme. L'étape où elle en est aujourd'hui de sa vie à 14 ans, c'est quelque chose de ouf, son album solo et tout ça. Je suis super fière et je veux juste la féliciter pour ça. Erza, si petite mais déjà grande, Erza. Tu peux changer le monde, Erza. Enfant, j'inventais des mondes idéaux, tellement beaux, mais tellement faux. Je voulais oublier qu'on était humains, des gens bien moyens. Voilà, et bien bonjour Erza, déjà le bonjour de Raphaël Marceglia qui est avec nous à l'antenne. Bonjour Raphaël, bonjour. Fut un temps, tu étais encore ici, une sarregueminoise. C'est ça. Maintenant tu vis à Paris, ta vie de tous les jours c'est quoi? Maintenant ma vie de tous les jours, je vais à l'école la semaine, comme je pense tous les enfants, même ceux qui habitent à Sarreguemines, tout le monde. Je vais à l'école normalement et après les week-ends quand j'ai le temps, parfois je fais des petits concerts. Ou même pendant les vacances, comme là je viens à Sarreguemines faire un petit concert pour le jour de la sortie de l'album. Et voilà, quand j'ai un temps libre, je fais que de la musique tout le temps. C'est parce que c'est ce que j'aime faire. Et ce soir, elle est là à Sarreguemines, dans sa ville natale, pour nous interpréter ses titres. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Erza. Est-ce que vous allez bien? Celui-là qui ressemble, je ne sais si on s'aime, mais ça me ressemble. Ensemble, celui-là qui me semble, je ne sais si on s'aime, mais si ça y ressemble, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. Et ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui à Sarreguemines, parmi tous ces gens qu'on aime bien et qui nous ont soutenus tout au long de tout ce chemin, quoi. Mais c'est dommage, c'est mieux. Dommage, on semblait heureux. S'il fallait résumer en quelques mots, pourquoi ce succès? Pourquoi Erza a réussi finalement? Je pense que d'un côté, elle a cette voix, cette don, que voilà, c'est inexplicable. Et puis dans la vie, je pense qu'il faut rester soi-même et puis il faut faire les choses tout simplement, rester humain et simple. Tu te souviens de la première fois que tu as chanté dans notre émission de Noël en zone piétonne de Sarreguemines? Oui, oui, bien sûr, je me souviens. Il faisait hyper froid, mais j'avais trop envie de chanter et tout. Et ouais, c'était vraiment un bon souvenir, ça. Je reviens un peu sur des moments qu'on a partagés ensemble. Tu nous as fait l'honneur de chanter pour les 10 ans de Mosaïque.
Et ta chanson La Bohème de Charles Aznavour est une chanson qui cartonne sur notre chaîne YouTube, qui cartonne énormément. Alors pour cela, je voulais déjà te dire merci. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Ah oui, oui, je me souviens comme si c'était hier. Je venais aussi, je crois, j'allais avoir 10 ans aussi, je crois, moi. Et oui, je me souviens vraiment, j'étais là, j'allais chanter des chansons et en plus c'était devant vous, devant Mosaïque, tout le monde, toute l'équipe et c'était que du plaisir comme je vous connaissais déjà. Et ouais, j'ai adoré faire ce concert et chanter La Bohème justement au piano qui a cartonné, on va dire, sur les réseaux YouTube, etc. La musicalité vocale de Charles Aznavour et la puissance d'Edith Piaf. Mais comment tu fais ? Je sais pas. C'est ça le talent, c'est quand on sait pas. Bravo Erza, on te retrouve tout à l'heure. Alors finalement, moi j'aurais tendance à dire, tu as toujours su faire de bons choix de chansons et tu as su aussi prendre la direction et opter pour la chanson française. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait c'est une chanson qui est vraiment magnifique et c'est une chanson en fait, elle est surtout en fait quand Serge Lama la chante, il parle surtout en la chantant donc c'est ça qui donne un peu, qui rend la chanson encore plus belle. Je suis malade, complètement malade. Pour moi j'ai toujours écouté des chansons françaises, celles qui me plaisaient, même des chanteurs que je connaissais pas forcément, mais qui avaient des chansons qui me plaisaient vraiment. J'adorais les chanter et surtout qu'ici, j'avais toujours envie de montrer un peu que je connaissais aussi d'anciennes chansons. Et c'est pour ça que j'ai chanté La Bohème par exemple, Serge Lama, Je suis malade. C'était vraiment des chansons que j'aimais bien, qui me plaisaient bien et je pensais que c'était une bonne idée aussi de les faire dans vos émissions. Portant ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. Ben oui, c'est important pour moi de chanter en français parce que je suis quand même aussi française. Moi j'ai des origines albanaises mais je suis française aussi. Je suis née ici et toute ma vie j'ai vécu en France. Même maintenant et toute ma vie je pense que je vivrai en France et voilà, c'est important pour moi de chanter en français et même dans l'album j'ai aussi rajouté de l'albanais quand même parce que c'est mes origines. Mais ouais, le français c'est important pour moi. Mais c'est dommage, même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux, mais c'est dommage. Tu vas chanter sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. J'imagine que c'est un moment d'émotion aussi pour toi. Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions là. J'ai surtout hâte en fait de pouvoir chanter mes propres chansons à Sarreguemines devant le public sarregueminois. Parce que c'est vrai que j'ai toujours chanté des reprises, soit en anglais ou d'autres chansons en fait, et jamais vraiment les miennes. Et là de pouvoir leur faire découvrir, j'ai trop hâte. Quelle est la grande force de cet album finalement ? Ben, cet album, je pense la plus grande force qu'il a, c'est qu'il est sincère. Il est sincère et on l'a pas fait comme ça en fait. On n'a pas juste écrit des paroles qui veulent rien dire ou qui racontent rien. On a tout fait pour que chaque chanson raconte une histoire et qu'il y ait de l'émotion partout. Dès que je l'entends, moi à chaque fois j'ai une petite larme. Parce que on sent qu'elle a vraiment une voix puissante. C'est vraiment ça qui ressort d'elle. Beaucoup de gens d'ici ont vécu à tes côtés. Alors pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Ben, à tous les Sarregueminois ? Ouais. Ben, déjà la ville de Sarreguemines et tous les Sarregueminois, je vous aime trop. Et je vous oublierai jamais et je viendrai toujours à Sarreguemines parce que c'est ma ville de cœur.